cette masterclass a une histoire particulière, une genèse en fait particulière. La première fois que j'avais rencontré Chouda, c'était en 2010, à la Cinémathèque de Tanger. Et on avait amené nos étudiants à l'époque du master, et notamment de la promotion de Bouhanani. Et je crois que ça a été pour moi et pour le projet sur lequel on travaille un tournant. Je vais vous expliquer pourquoi. On avait fait une formation au Liban à un moment sur l'enseignement du cinéma, et on s'était arrêté sur l'histoire du cinéma. Comment dans le monde arabe on enseigne le cinéma. Et on s'est rendu compte que nos références étaient en fait, je n'ai rien contre, des références occidentales. C'est-à-dire que des profs arabes enseignant l'histoire du cinéma enseignaient l'histoire du cinéma d'un point de vue occidental. Et on ne faisait pas attention en fait. On ne faisait pas attention, on était dedans. Et donc on suivait un peu le parcours, et le monde arabe, une grande partie de l'Asie, était complètement ignoré de cette histoire. Alors qu'il y a une histoire du cinéma arabe, une histoire du cinéma marocain. Je crois que cette rencontre, moi j'appartiens à une génération qui avait déjà rencontré Bouhanani, l'œuvre de Bouhanani, parce que je suis issu des ciné-clubs, notamment à Tanger, à Fès et ailleurs, et donc nous on était en contact. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu pendant un moment une sorte d'amnésie volontaire de tous ces noms, Bouhanani, Mohamed Afifi, Rachid, etc., tous ces noms fondateurs en fait. Et on avait inventé une histoire un peu farfelue, que chaque fois qu'on parlait du cinéma marocain, on disait oui, le cinéma marocain, c'est des gens qui ont appris sur le tas, qui n'ont pas été formés. Ça, c'est à l'origine, en fait, le cinéma marocain à l'origine, c'est ça. C'est des gens formés sur le tas avec Et on s'est rendu compte que c'était toute cette histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui le Serdia, ce narratif-là, était tout à fait faux. Mais on l'a tous admis à un moment. Et je l'admets. On a tous admis, cinéastes, intellectuels, critiques, historiens du cinéma, on a tous admis que, à l'origine, ces gens-là, fondateurs, n'avaient pas de formation. Or, il s'avère qu'on a eu une génération de cinéastes qui avaient fait leurs études dans l'une des plus grandes écoles de cinéma, et en France, et en Pologne, à Łódź, et que ces gens ont été complètement ignorés. Chouda, je crois qu'elle reviendra sur ça, utilise le terme d'illustre inconnu. Et en fait, il fallait, à partir de 2010, dans les cursus sur lesquels on allait travailler, le cinéma marocain, et notamment le cinéma des fondateurs, était quelque chose d'essentiel, une référence. Tout à l'heure, avec Reda, il me disait, quand il a vu cette importe, est-ce que c'est l'un de mes étudiants qui est aujourd'hui doctorant, il m'a dit, vous vous rappelez, on a fait un compte rendu d'ouvrage. Voilà, il y a une génération aussi qui est passée par ça. Et donc, c'est devenu aujourd'hui, quand on parle de l'histoire du cinéma, un document essentiel. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais m'arrêter, je suis un peu bavard ce matin, c'est pas dans mes habitudes. Pourquoi on parle de ça? Parce que je sais que Chouda va revenir en fait sur cet héritage qui, à un moment, pouvait paraître un héritage personnel, pouvait paraître un projet personnel, familial, et qui s'avère aujourd'hui un projet national. Et je crois que ça, c'est très important. Je salue le travail que tu as fait. Je salue aussi toute l'équipe, et je pense à deux personnes qu'on connaît, qui nous
sont très chers et des amis, c'est Léa Morin et Alice Safi qu'on avait d'ailleurs rencontré en 2010. Voilà, donc je vous donne la parole. Je suis vraiment heureux que finalement on n'a pas pu faire en 2014, parce que l'un des signes qu'on avait donné au niveau du master en cinéma documentaire, c'était justement de donner aux promotions le nom de ces illustres inconnus. Et le premier a été Ahmed Bouanani, suivra par la suite Mohamed Afifi et tous les autres. Et donc, et je crois qu'on est dans cette, si vous voyez un peu les gens qui portent les noms des promotions, on est dans cette famille dont j'ai parlé la dernière fois, dans cette famille de cinéma. Et il y a quelque part un fil conducteur qui, je crois que de Ahmed Bouanani à Jilali Fahati, à Fawzi, à Daoud, etc., il y a quelque chose qui se tisse, il y a une sorte de filiation. Certains la reconnaissent et d'autres pas. Voilà, merci Tida. Je vais me mettre ici, parce que si je reste là, vous n'allez rien voir. Merci Hamid. Merci d'être venu. Je vais commencer par un extrait d'un film d'école de l'IDEC, où mon père a joué. C'est un court extrait. Désolée, petit souci de son. Ah oui, c'est là.
petit extrait qui a été réalisé par Al Efer, qui était un étudiant qui était à la promotion avant mon père. Lui, il avait fini ses études en 62, mon père en 63, à l'IDEC. Très contente quand j'ai trouvé ces images, juste après le décès de mon père. Alors, la suite, je vais vous présenter un fragment de mémoire que j'avais fait en 2014 et qui présente en fait ma famille et le début du travail qui a été effectué. Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Désolée. C'est mémoire 14. Ça, c'est mémoire 14. Ahmed Bouhlani est un illustre inconnu. Bien plus encore, il était confondu avec un homonyme qui travaillait à la RTM, Radio-Télévision marocaine. Au mieux, il était connu pour avoir réalisé un unique long-métrage, Le Mirage, en 1980, pour avoir écrit un unique roman, L'Hôpital, paru en 1990, aux éditions Calem, et un unique recueil de poèmes, paru en 1980 aux éditions Stouki. Toute ma famille travaillait dans le cinéma. Le Mirage ne s'appelait pas Le Mirage. Il s'appelait Des dollars pour Mohamed. Puis
pas de dollars pour Mohamed. Mais le titre a été censuré. La seule chose qui était censurée d'ailleurs dans le Mirage. Parce qu'on avait cru que ça faisait allusion au prophète. Alors, comme ça faisait 10 ans qu'il avait écrit ce scénario, qu'il n'avait toujours pas fait, eh ben, il l'appelait le Mirage. Il ne connaissait même pas le mot en arabe. Il avait cherché dans le dictionnaire. As-Salab. Le film était vraiment devenu un mirage. À l'origine, un roman. Les inventions burlesques et tragiques de l'anachronique Mohamed Ben Mohamed. Récit magique. Inspiré de l'oncle maternel de papa. Le roman Les inventions burlesques et tragiques de l'anachronique Mohamed Ben Mohamed, récit magique, devint un roman composé en 3 tomes, nommé Le voleur de mémoire, qu'il a réécrit plusieurs fois, je n'ai pas encore compté combien de fois, de 1966 à 2003, date à laquelle il me remit le manuscrit en me disant « je n'y retouche plus ». Notre maison a brûlé le 26 juillet 2006. Ma mère a reçu un appel un dimanche matin à 7h. Elle se trouvait à Itoumra avec mon père. Mes voisins avaient appelé. Le feu a pris du balcon. La police a déduit un incendie criminel. Mais je ne sais si c'est criminel ou accidentel. Peut-être quelqu'un a-t-il jeté un mégot par le balcon où il n'y avait pas encore de fenêtre. La moitié de l'appartement a brûlé. L'endroit où mon père s'asseyait, l'endroit où il rangeait ses manuscrits. Nous avions pensé au départ que tout avait disparu. Mon père n'avait plus mis les pieds à l'appartement de Rabat depuis la mort de ma sœur Batoul, qui a eu un accident dans l'appartement. Ma mère avait payé l'appartement avec des gens qui l'aidaient, employés ou amis. Ils avaient une consigne, ne rien jeter, surtout les papiers, même s'ils étaient en mauvais état. À mon grand désarroi, ma fille avait 1 an et je vivais en France. Je ne pouvais pas venir aider. Ce qui n'a pas brûlé a été mouillé par les pompiers. Ma mère a amené tous les éléments sur la terrasse qu'elle a fait sécher, un à un. Je me suis retrouvée avec plusieurs cartons, plein de manuscrits, numérotés heureusement, mais malgré cela, ce n'est pas une tâche facile. À moi incombait la tâche de jeter de manuscrits. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un manuscrit. ظهروليك 3 ديال الكتب. واحد عباره عن روايه بالفرنسيه ولكن ملي كنقراوهم كنلقاو بلي النتيجه عربيه لان والكتب الاخرين لي بيرسيان وفوتوغرام وهما ديوانين الشعر. والأهم بالنسبة لنا هو البحث ديالك الغني بالوثائق والأرقام والمعلومات حول تاريخ السينما المغربية منذ فترة الحماية. في انتظار ما يخرج هذا العمل اللي كننتظروا هذه السنين، واش ممكن تقدم لنا شي قراءة على محتواه على هاد لا سيتيام بورت؟ لا سيتيام بورت أظن هذا اوماج للسوبودا. ممكن تعطينا شي معلومات بعدا حول هاد لا سيتيام بورت؟ La septième porte, c'est un film qui a été réalisé en 1947 par Andrés Bobada. C'est un très beau conte populaire qui a été tourné à Fès sur une légende marocaine qui est une sorte de voyage dans le temps. C'est tout ce que je peux dire.
D'un autre côté, oui, il y a quelque chose de très important à signaler, c'est que ce film a été fait en 2 langues. Il a été fait en arabe et en français. Une version marocaine faite avec 2 acteurs connus à l'époque, qui étaient Mohamed Zgutsi et Keltoum. سنتابع بقية هذه الدردشة ضمن برنامج السينما بعد الجريدة الأخيرة. بالنسبة لجورج مارشال الممثل العزيز اللي كان عزيز على لويس بونيويل à l'époque. C'était une expérience intéressante parce qu'elle était faite en 2 langues, donc 2 versions différentes. La version ديالك نتايا هي اللي كتهمنا لا 7e بورت بحث حول السينما المغربية أثناء الحماية. J'ai pris ce titre parce que d'abord c'est la 7e, c'est le chiffre 7 qui m'intéresse, qui est magique, qui est d'abord magique, et puis c'est le 7e art, qui est aussi le cinéma. Puis c'est Céleste, le 7e siècle. سبعة سنوات. رجال. Ce que je peux dire sur ce livre, bien sûr c'est l'histoire du cinéma, mais comme je ne suis pas historien, je me suis intéressé beaucoup plus à un seul aspect du cinéma, qui est l'aspect politique, si on veut, de la production elle-même. Et d'un autre côté, le problème de la langue. Parce que depuis le début, le problème de la langue s'est posé, même sous le protectorat, et surtout à la fin du protectorat. وشحال هادي متلافات الكتاب ديال 7 بورت؟ سنين؟ كان على حسب ما كنعرف هادي 6 سنين من 80. من 80 11 عام. Bouaniani cherche éditeur. La 7e porte. Après 10 ans de réflexion, entamé en 1980 et achevé en 1984, le livre de Ahmed Bouaniani, La 7e porte sur le cinéma au Maroc, attend toujours qu'un éditeur le mette à la disposition du public. Cet ouvrage de 300 pages, appuyé d'une 50aine de photos et d'un dictionnaire de cinéastes marocains, retrace l'histoire du cinéma depuis sa naissance dans le Maghreb et en Égypte depuis 1907. Qui donc offrira la clé de la 7e porte en délivrant cet important ouvrage qui manque tant dans nos bibliothèques et au public assoiffé de cinéma? La grande difficulté, et heureusement, mon père avait l'habitude de toujours faire des sommaires, mais je n'ai pas trouvé les sommaires dès le premier coup. J'ai eu beaucoup de difficultés à reconstituer ce manuscrit jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait 3 réécritures, dont 3 sommaires. Voici le premier sommaire qui s'arrête en 82. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. Sommaire de la 7e porte. Avant-propos. Grand 1, il était une fois le cinéma, les grands quatre pères, 1895-1956. Grand 2, la nuit coloniale, ce pays de la Belle au bois dormant. De Mesquiche à la guerre du Rif, 1907-1926. De l'âme du bled à l'enfant de la jungle casabancaise, 1927-1943. D'un certain cinéma arabe au médecin malgré. Annexe 1 à propos de générique. Annexe 2 à rapport de 1950. Grand 3, petite histoire en marge du cinématographe. Mohamed Ben Ali à la recherche du trésor perdu. Grand 4, 30 ans après, les grands dates repères, 1956-1986. Grand 5, le Maroc en noir et blanc, 1956-1969. Le titre a toujours raison, court-métrage de 1956 à 1969. Naissance d'une carte postale, de silence et de cris, entre 2 chiffres. Annexe 3, les journaux filmés. Les pionniers sont fatigués, court-métrage de 1956 à 1969. Une tentative muette. Des images pour un prestige.
11 pour un nouveau regard, 1970-1979. La mémoire maudite, court-métrage. Un chiffre magique, 3. Mouha Mouha Mouha. Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Une saison nommée Souvenirs. Les années 70 de notre jeunesse, des longs métrages. Un mécénat sans lendemain. Un Douglas Fairbanks nommé Mohamed. Le visage caché de la carte postale. La traversée des apparences. Feu, flamme, fou. De sable et de sang. Une ville en noir, Casablanca. Une querelle pour descendre. Notre image et notre harem. Grand 7 pour une poignée d'images. La production nationale à partir de 1980. Le bruit et la fureur. Tempête sous un crâne. Le trésor infernal du fond de soutien. Les courts-métrages. Résolus dans un tagine de viande. Nous n'avons pas besoin de passer. Les longs-métrages. Souvenirs d'un festival. Entre hier et demain. La mort de Charlot. Un certain burlesque. Et la Nerdeva. Candide ou la carte de temple. Les nouveaux troubadours. Les yeux sans visage. Renaissance d'une nation. La fin d'un automne. Naïma, Khalid, Abdo, Meriem et les autres. Le Storkipen et moi. Écran noir. L'important c'est la rose. Des enfants et des hommes. Encore des cendres. Annexe 3. La solitude du comédien. 8 derniers chapitres. Caricature. Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. Un cinéma loin des feux de la honte. Écran déchiré. Une époque étrangement douce. Halta ou l'envoûtement. Chronologie des films tournés au Maroc sous le protectorat, à propos de ces étrangers venus chez nous. Chronologie filmographique depuis l'indépendance. Les courts-métrages 1956-1986. Les longs-métrages 1956-1986. Dictionnaire du cinéma au Maroc. Sources bibliographiques. Index des principaux noms cités. Index des films cités. Il y a deux numérotations. À droite, c'est la numérotation qu'il y avait au départ, et à gauche, c'est la numérotation qu'on a suivie. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé les trois versions en entier. Alors, on a pris la dernière, parce que c'était celle qu'il avait écrite en dernier, donc c'était celle qui était la bonne, et après, on a pris les autres versions. Et grâce au sommaire, on a trouvé les sommets. En plus, tout ce que je feuillette là, il n'y a même pas les annexes. Vous avez remarqué aussi sa très originale. Ça très original, c'est le fait que mon père, quand il raturait ou changeait quelque chose, des fois il collait un papier. Oui. C'est incroyable quand même qu'il a réécrit 3 fois. Et les 3 fois, en fait, correspondent. La première fois, ça correspond au premier festival national du film qui a eu lieu en 82. La deuxième écriture correspond au deuxième festival national du film en 84 à Casa. Au premier festival du film, d'ailleurs, le Mirage était passé, il avait eu 5 prix. Et le deuxième festival national du film, il faisait partie du jury. Et c'était Halta qui avait eu le grand prix. Alors, vous avez rencontré, ou pas d'ailleurs, Ali Safi, que nous avons rencontré en 2007 à Rabat,
lors du lors d'un 13e festival du cinéma d'auteur à Rabat. C'était la première fois que mon père sortait de la maison depuis le décès de ma sœur en 2003. Et c'était drôle d'ailleurs parce qu'on avait rencontré un monsieur qui s'occupait du festival de... Je ne me souviens plus, mais en tout cas on l'avait rencontré dans l'ascenseur. Et il lui avait dit « Ah, mais nous avions projeté votre film et on voulait vous inviter et on nous a dit que vous étiez mort. » Bon. Alors, je vais vous passer un extrait. Donc, cette rencontre avec Ali Safi, c'est une rencontre primordiale. Lui aussi, d'ailleurs, on lui avait dit qu'il ne pouvait pas le voir, qu'il était tout le temps sous, qu'il était mort, enfin, toujours ce genre de choses. Et il a commencé donc, à faire des entretiens avec mon père. Il y avait Hakim Blakas aussi qui était au début dans l'équipe, ma mère et moi. Et puis, après, comme vous l'avez vu, je suis devenue orpheline de la fratrie et des parents. Et Ali, en fait, est devenu comme mon frère. Et nous avons créé ensemble donc les archives Bonami et aussi avec Léa Morin que j'ai cité, que j'ai rencontré moi pour la première fois en 2012 pour ce festival qui a eu lieu à Tanger, qui rendait hommage à mon père. Ma mère était encore vivante et elle était présente aussi à ce festival. Et je vais vous passer un extrait de son film où vous pourriez voir d'une part mon père jeune en train de préparer une scène avec deux acteurs du Mirage. C'était à la maison, c'est une cassette VHS, donc le son est un peu bas, là l'image est pourrie, mais et après vous pourriez l'entendre tel que les entretiens réalisés avec Ali Safi. لأن السنة ممسوحة غير لأن السنة ممسوحة غير ولهذا الله سبحانه وتعالى باش تقبل منهم خلق الرذلين والغلالين. العباد لا يمكن هذا عن العين بالنسبة للذكر وعدم تعرف عن عمار ومن عمار عليه علاقات حتى لا نشكو القانون. الزيادة نورمال من حق العمر. لنا بلاغة. مات. ما شاهد عليه. كيف توقف؟ بعد مشيت سيدي باش نسمع الضرب الروضة لقيتهم واقفين وقفوا في دير الصغر لقينا كلها مسلحة بعصير الصرافة وقلت حتى أنا قلت لهم السلام عليكم جاوبوا لي واحد عليكم السلام يا ربي ما بقيت قال يا سي عباس مع الشيطان
قادر جاب الشيطان الكلام قال يا سي عباس مع الشيطان والله نعلو نسخ نتاعو هاد الروضه غندخل ليها واللي منعني منها عليا باليمين تندفنو معاه ايامي عمر لي راسي في الجنه وجعلناه السي عبد القادر لماذا الجنه ما ندخلوا ليها غير نحن؟ قال لي لان جنه السي عباس مفتوحه غير لينا ولهذا الله سبحانه وتعالى باش يفرق بيننا وبين الحشاء خلق الروضه لينا ونقولنا ليهم الدجاج السبوحه ما عندي ما نقول اما هو مسكين كان تيفهمني نص كلمه رحمه الله احنا تقول كله بلا ما يتشك كنت شك الشيطان ليش كنت تقول انا نتعجب كنت شلا واحد اخر الله في الملام اللي بعد خير وسلام حتى البعيد موقفوا في الملام علاش ما يدخلش الملام لا الملام نوع الخوفين بقات لي خد زمان ونمشي نمشي مع بومات بقى غير نسخ ونسخ اش من راسي دابا نمشي على هادكم نسيق الدنيا يرجعوا يشتي يرجعوا يشتي وكيلي Le mirage ne s'appelait pas le mirage. Il s'appelait des dollars pour Mohamed. Puis, pas de dollars pour Mohamed. Mais le titre a été censuré. À l'origine, un roman. Les inventions burlesques et tragiques de l'anachronique Mohamed bin Mohamed. Récit magique. Inspiré de l'oncle maternel de papa. Le roman Les inventions burlesques et tragiques de l'anachronique Mohamed bin Mohamed, récit magique, devint un roman composé en 3 tomes, nommé Le voleur de mémoire, qu'il a réécrit plusieurs fois, de 1966 à 2003, date à laquelle il me remit le manuscrit en me disant « je n'y retouche plus ». J'avais fait 2 versions de Mirage. Ah bon? Oui. Une en noir et blanc, et l'autre complètement différent en couleur. Parce que la couleur m'obligeait à faire autre chose. Et alors, tu as retenu la version noir et blanc, c'est plutôt que la couleur? Oui. Oui, j'aurais fait un mauvais film en couleur, ça c'est sûr. Et le film se traitait vraiment en noir et blanc, quoi. Alors qu'à l'époque, on ne faisait plus de films en noir et blanc, c'était une honte. J'ai eu tous les distributeurs contre moi, donc c'est même pas des distributeurs, c'est des garçons de course. Les chats français, Xavier, Stuart. Tu fais un film en noir et blanc, qui va te distribuer? Du coup, l'essentiel, c'est que je le fasse. Et après, on ne pourrait plus l'empêcher d'exister. Et c'est vrai. Imagine si je ne l'avais pas fait. Putain. C'est dans ce film que j'ai commencé ce travail d'archivage, de ranger les documents, de trouver les documents qu'il faut, de scanner les documents pour le film. Et comme vous avez remarqué, en fait, il y a aussi des extraits de la vidéo que j'ai faite, puisqu'on entend ma voix, et sur d'autres images. Donc il y a le film du pas, d'ailleurs, qu'on a mis du temps à faire. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi on mettait autour du temps. Mon père étant décédé, en tout cas pour moi, c'était impossible de transcrire les entretiens parce que c'était douloureux. C'était pour Ali aussi. Donc on s'est trouvé bloqué un certain temps
avant de pouvoir faire ce travail. Et puis en même temps, en parallèle, donc, il y avait le travail sur le livre Ça tient porte. Donc on a édité avec les éditions Culte à Rabat. Parce que je tenais absolument à ce qu'il soit édité au Maroc. C'était quelque chose de primordial, il ne fallait pas qu'il soit édité ailleurs. C'est l'histoire du cinéma au Maroc. Et comme donc, je dis dans le film, il y a beaucoup de manuscrits, des choses littéraires, que je n'ai pas encore republiées. La publication, c'est un vrai cauchemar. Mais il était primordial que celui-ci sorte. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont encore vivants et qu'il était nécessaire qu'ils puissent découvrir ce livre et qu'il était nécessaire aussi pour les étudiants qui voulaient faire du cinéma, pour les gens qui voulaient faire du cinéma, mais aussi pour le public de manière générale. Et ce qui est aussi très important dans ce livre, et c'est quelque chose que tu as soulevé, Zoubida, aussi hier dans l'intervention que vous avez faite, c'est la méconnaissance qu'on a de l'histoire du Maroc, tout simplement. Parce que l'avantage de ce livre, c'est justement de raconter aussi l'histoire du Maroc. Et c'est quelque chose qui est lié à l'histoire du cinéma. Alors, donc la publication, donc le film est sorti en 2017, le livre est sorti en 2020, en français, la première édition. Et en fait, quand on travaillait sur le livre, j'avais fait aussi les recherches des articles dont il parlait. Parce qu'en fait, alors il y a d'une part le fait de faire du cinéma, mais le fait de parler de cinéma, de critiquer, de faire des critiques du cinéma, ça aussi c'est quelque chose de très important pour les métiers, d'ailleurs que ce soit pour l'art ou pour le cinéma. Les deux sont importants, le faire et la critique. Et alors je voulais mettre plein de documents. Je voulais d'ailleurs aussi, ça c'est quelque chose qui m'a un peu désespérée, je voulais qu'il y ait 50 images au moins dans le livre, c'est pas possible, pour une question économique et aussi pour une question de taille, parce que comme vous avez vu, c'est déjà un gros livre. Et je m'étais dit, mais enfin, cette documentation, elle est vraiment primordiale, parce qu'elle ne se trouve pas en fait. D'ailleurs, des fois, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a dû vérifier aussi, parce que des fois, il parlait de choses qui étaient en train de se faire, mais qui n'étaient pas finies. Donc, il fallait vérifier ce qu'étaient devenus ces films. Et en cherchant sur Internet, on trouvait vraiment rien. Vraiment, le cinéma marocain était vraiment absent. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, finalement, en fait, cette documentation, il est aussi important de la partager. Alors, comme pour le moment nous n'avons pas de lieu, j'ai conservé encore l'appartement de mes parents, 18 rue Toujda à Rabat, mais c'est un appartement petit, enfin petit, surtout qu'il est plein. Quand j'y suis, j'ai l'impression que j'ai une île, en fait c'est mon lit, c'est le lit où je dors. Et le reste, c'est les archives. Donc je me suis dit à un moment, le mieux, c'est un site. Et nous avons postulé à différents fonds et nous avons eu l'aide d'une fondation qui s'appelle Cardankel, qui aide les patrimoines en danger. Et comme ça, donc on était une équipe assez importante à un moment. Ce qui était un peu la panique pour moi, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, j'ai plutôt fait des études d'art, j'ai fait de la vidéo. C'était le mieux pour moi entre, disons, l'écriture, le visuel et aussi la solitude. Et du coup, à un moment, en fait, je me suis retrouvée avec 25 personnes à gérer. C'était terrible. Alors, nous avons créé un site et une plateforme
plateforme d'archives. Qui a été fait par Mohamed Slaoui, aussi, qui d'ailleurs, c'est lui qui a fait les génériques de Enquête de la 7e porte de Ali Safi. Alors, il faut que je retrouve. Alors, voilà le site. Donc, il se divise en 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Le projet, les actions qu'effectuent les archives ONU, recherche, c'est ouvert en fait à des gens qui écrivent sur le cinéma ou sur les ONU, ou les éditions, qui sont les éditions de l'ONU, mais aussi les éditions des personnes qui sont dans l'équipe, et archives en ligne. Alors, comme vous voyez, donc, le titre principal, c'est sauvegarder et partager. Voilà donc, d'ailleurs, c'est. Non, cette photo n'est pas dans le film. Peut-être en clip de la vie. En tout cas, voilà, donc quand il était en détruit. Et là, c'est le visuel en 2024. D'ailleurs, je fasse une page sur ne serait-ce que cette partie qui change sans arrêt, qui évolue beaucoup. Donc, comme vous voyez à gauche, c'est les boîtes où on a classé les archives. Et ça change sans arrêt pour des raisons différentes, mais aussi ne serait-ce que pour une question, on va dire, d'hygiène. Parce que ça prend la poussière. Et que pour faire vraiment bien le ménage sur les choses, il faut le déplacer. Et donc là, quand je déplace, je me dis, tiens, ça va changer. Je déplace. Ça va quelque chose. Donc là, on a la présentation, nos objectifs, la famille ONU, une petite bio, la description des collections. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter sur cette partie que j'ai d'ailleurs changée. La partie, en fait, des archives en ligne. Alors, nous avons organisé en différentes catégories. Alors, un fonds iconographique qui concerne des photos qui ont été prises sur le Maroc, qui étaient principalement d'un fonds qui était des Studios Suissi, qui était une société de production qui a été créée en 1944, en même temps que le Centre cinématographique marocain, et qui s'occupait et des actualités et des films et de films tournés. C'est un organisme qui a été fermé en 1968. Le deuxième est collecte sur le cinéma au Maroc, qui comprend aussi bien le cinéma colonial que précolonial, que les réalisateurs marocains. Le fonds Ahmed Bouhanani, avec ses films. Le fonds Naïm Saoudi, sa mère. Le fonds Bachoul Bouhanani. Le fonds commun et le fonds de revue artistique et culturelle. Alors, c'est comme ça que je l'avais organisé au départ. Et finalement, j'ai dû changer quelque chose. J'ai changé, en fait, j'avais mis le fonds commun. Parce que je trouvais en fait que c'était très important de montrer le travail commun entre mon père et ma mère, et aussi ma sœur, elle était aussi costumière. Et puis après, j'ai partagé avec des personnes de l'équipe et d'autres personnes. En fait, elles trouvaient que c'était assez difficile de se retrouver dans là-dedans, puisque en fait, après, il fallait chercher dans le fond commun. Par exemple, Khalid Abdelaziz avec Une porte sur le ciel, c'est un film où ils ont travaillé tous les trois, et c'était un peu compliqué. Et du coup, en fait, j'ai dû enlever le fond commun et replacer les réalisateurs dans je vais à la page archive en ligne. Explorer la photothèque.
le fond Ahmed Boulmani. Donc il y a les différents films qu'il a réalisés, avec une documentation assez riche. Par exemple, je prends l'exemple du Mirage. Où il y a les différents décompages. Voilà, en fait, il y a beaucoup de documents divers sur lesquels il a travaillé. Donc là, c'est un autre cahier que celui qu'on voit dans la vidéo. C'est un cahier vert. Et il y a aussi la correspondance. Alors ça d'ailleurs c'est une chose sur laquelle je n'ai pas encore fini de travailler. C'est une époque où on écrivait beaucoup. Des fois d'ailleurs il y a même des courriers où je vais passer chez toi tel jour, parce qu'il n'y avait pas encore de téléphone. Et ça c'était pas facile parce que c'est assez étrange de lire la correspondance adressée à d'autres personnes. Mais il faut le faire. Et du coup, en fait, quand je lis la correspondance, celle qui correspond à des films, je la mets avec ces films. Et on a aussi, là par exemple, c'est le travail de ma mère, qui est un cahier sur le découlement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est non seulement le fait d'avoir des scénarios, des photos de films, des affiches, etc., mais aussi d'avoir en fait des documents qu'on ne voit jamais dessus, comme des feuilles aussi les feuilles du jour, les feuilles de service, comme ici, le découlement, tout ce qu'il faut chaque jour pour les films. Il y a aussi quelque chose que je trouve assez beau. Il a aussi tenu des journaux, parfois pour les films. Il en a tenu un, en tout cas, pour les 4 sources. Voilà. En passant, je vous montre aussi une affiche que j'avais faite pour les 4 sources. Parce qu'en fait, les courts-métrages n'avaient pas d'affiche. C'est une affiche que j'ai faite en 2013. C'est sur un cahier. C'est un cahier que j'ai retrouvé après avoir fait des sous-titres des 4 sources que j'avais fait en français, avec des sous-titres en couleurs et de tailles différentes. Et j'étais très contente quand j'ai trouvé ce cahier parce que je me suis dit que c'était dans la logique de son propre journal de bord puisqu'il utilise les mêmes différentes couleurs. C'est d'ailleurs le seul film en couleur de la film.
certificat d'études. Oui, c'est la main de mon père. Qu'on retrouve dans le numéro 14, les mains. Alors, je vais vous montrer le fond collecte sur le cinéma au Maroc. Donc, il y a la première partie qui est sous le protectorat. Il y a d'ailleurs, par exemple, sur le tournage d'Orson Welles, il y a des photos, mais aussi des articles de presse. Qui datent de l'époque du tournage. Le cinéma colonial. Je vais vous montrer des photos de la 7e porte. Donc les deux versions, la version arabe. Donc avec le texte et Kécho. Kécho qui est l'actrice algérienne qui joue dans Le Vent des OS. Et Anissa Jamaï, qui est une chanteuse. Et la petite fille, c'est Tolia Chaoui. C'est Anissa Jamaï. Voilà. Tolia Chaoui, qui était la première aviatrice marocaine, qui s'était assassinée à l'âge de 21 ans, à la veille de l'indépendance. Voilà la version française. Voilà, avec l'enveloppe dans laquelle étaient contenues les photos. Qui d'ailleurs, en fait, alors, une partie de ce fond, en fait, avait été récupérée au Studio Suissi. Donc, les Studios Suissi ont fermé en 68. Donc mon papa travaillait déjà au centre cinématographique marocain. Et en fait, tout simplement, la plupart des choses qui étaient dans ce studio, eh bien, ils étaient à l'abandon. Il commençait à pleuvoir dans le lieu, et tout était jeté. Alors, il a récupéré pas mal de choses. Et d'ailleurs, à un moment dans les films, et avant les deux, on voit sur le balcon, il y avait une partie où il y avait des bobines qui avaient brûlé. Ça, c'était une partie en fait qu'on ne voyait jamais, qui était recouverte avec une couverture. Et malheureusement, tout ça a disparu avec le feu. Mais enfin, il reste encore beaucoup de choses quand même. Ça, je l'ai acquis après. C'est un document, c'est une sorte de fiche. Voilà, mais bien sûr, il existe que celle de la version française. Hein? Oui, c'est la version française. Je l'ai acheté en ligne. Voilà, donc Georges Marchal et Maria Casares. Et en fait, il y avait deux versions, parce qu'il y avait une version qui était adressée au public français. Oui. C'est pour ça qu'il y avait deux versions. Oui. Et surtout, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait les versions en français,
sauf d'ailleurs un réalisateur qui s'appelle Fléché, qui lui faisait des versions en marocain, d'ailleurs, et non pas en arabe. Parce que l'erreur que va faire l'institution française à ce moment-là, c'est de les faire en arabe classique, ou un arabe, on va dire, standard, parce qu'ils voulaient concurrencer le marché égyptien. Et donc pour pouvoir passer les films dans tous les pays arabes. En fait, ça a été un échec. Et d'ailleurs, je vais vous passer, justement, pour comprendre, je vais vous passer des extraits. De la section 4. C'est un film d'ailleurs où travaille Mohamed Bosfour, le pionnier du cinéma marocain. Il s'était présenté en fait pour les castings avec Mohamed Bosfour. Et finalement, c'est Mohamed Bosfour qui a été choisi. Et Bosfour a travaillé en tant que technicien dans le film.
جدة. المال لا تجمع العرق الجبين، تلك حيلة اخترعها الأغنياء يحمل الأشقياء على العمل. وأن يا بني لم يكن لك جهل. هيا معي إلى منزلي. وهل منزلك بعيد عن هذا المكان؟ هو في قلب المدينة. توكل على الله. هيا توكل. والمبينات وسألقاك أعجب الله كلام طبعي لا يحب الصبر. إنك لا تحب الأصفار يا علي، ومع ذلك قد تغطيت اتبع هذا الكاهن الذي لا تعرفه دون أن تدري إلى ما يقوله. كنت نائما هادئا وسعيدا، فما بالك قد انفقت وراءه. Donc les versions sont à peu près les mêmes, mais pas tout à fait. La version arabe est plus longue. Devinez pourquoi? Personne ne devine? C'est des chansons plus longues. Il reprenait le concept du cinéma égyptien avec les chansons. Les chansons sont de Jouni, qui était un musicien tunisien, et c'est chanté par Moussa Jamal. Et d'ailleurs, on voit à cette époque, vraiment c'était. Parce que là, il y a une actrice algérienne, Kensour. Donc le musicien est tunisien, Anissa Jamal est tunisienne, Kefsi est marocain, c'est tourné au Maroc. Il y avait vraiment un cinéma français, puisque à l'époque c'était français, mais avec des équipes maghrébines. Et c'est ça que ça a permis aussi le fait que ce soit en deux versions. Oui. Oui, mais disons, elles sont plus courtes. Recherche sur le site. Là, c'est Marie-Claire Boutier que j'ai rencontrée que j'ai connue en 2013, qui a écrit un article sur les années
des recherches dans les archives de l'ITEC, qui n'existe que elle, mais c'est archivé quelque part. Et il y a vraiment tout, hein. Les notes, les lettres reçues aussi, là, aussi toute une correspondance avec le directeur. Ça dépend. Ça par contre c'est à la maison. En recherche, il y a aussi des articles autour des costumes de Quatre Sources. Jamila Moroder, qui est une fille qui a travaillé sur les costumes dans d'autres films, par exemple de Saint-Ben. Et là, elle est venue faire une résidence en 3 mois à Rabat et elle a fait beaucoup de travail sur les costumes, sur le travail de Manon. On la voit ici. Oui. Oui. Qui joue dans le film aussi, le deuxième fait. Deuxième maquillage dans le film. Voilà, donc ça c'est les photos de costumes. Alors ça c'est la partie, disons pour le moment, c'est qu'on fait pas mal de l'archivage de ce qui est papier, document papier. Et en fait, il reste aussi l'archivage de ce qui est costume. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Déjà qu'il faut en photo, donc il faut avoir de l'espace aussi. Comme vous voyez, pas beaucoup d'espace, il y a des choses partout. Donc il y a aussi tout ce qui est costume, accessoires, etc. Elle a fait un travail très précis avec les extraits des films. Les extraits du journal que je vous ai montré tout à l'heure aussi. Là, c'est la documentation de ma mère, de l'encyclopédie du costume. Là, c'est un autre livre sur les coiffures. Là, donc, c'est d'ailleurs c'est une autre photo des tests. Puisque donc, comme pour le film Mirage, comme vous avez vu, mon père était avec des acteurs à la maison, en fait. C'était d'ailleurs 2 ans avant que le tournage du film commence. Et bien pour les Quatre Sources, c'était pareil. C'était placé à la terrasse. Je faisais des tests de costumes. Et d'ailleurs pour ce film, c'était un film en couleur, il y avait plein de choses qui étaient peintes. Et quand on rentrait dans la salle de bain, la baignoire était souvent pleine d'eau avec des couleurs différentes. Et bon, ah oui, non, c'est pas le moment de prendre un bain. Et là, du coup, c'est avec des extraits, etc. Je vais vous montrer juste en bas. Aussi. Alors les bijoux, c'est aussi toute une histoire. Il y a beaucoup de bijoux encore à placer et à prendre en photo aussi. Donc il y a les éditions, par exemple l'hôpital. Je ne sais pas si vous connaissez le roman. Il a été édité voici d'ailleurs voilà la première édition, 90, chez Alcalam. Ensuite il est paru à nouveau en français et puis ensuite une traduction en arabe dans une édition marocaine d'Alcalam. Il y a toujours la volonté de
publié au Maroc et aussi de publier avec pas. Il y a 40 dirhams. Ça, c'est une grosse bataille avec les éditeurs, le prix du livre. Mais c'est essentiel. Là, et donc le livre, il est sorti donc aussi en France, chez Verdier, c'est la couverture jaune. Ensuite, il est sorti en anglais, ici, dans une édition américaine. Ensuite, il est sorti en allemand et ensuite en néerlandais. Et j'ai rajouté aussi une chronique j'appelle, qui fait des chroniques sur la littérature marocaine. Et avec son nombre d'actualisation, il y a le lien aussi sur le site qui parle de alors, Canisius Alia Ardon, c'est une artiste maroco-australo-française qui vient faire une résidence sur l'eucalyptus. Là, c'est une remontée de temps. C'est un petit livret que j'ai fait. Je passe beaucoup de temps à remonter le temps, comme vous l'imaginez. C'est un article que je dois écrire. J'ai hâte en fait que le site et l'archive soient mis en ligne pour que je puisse avoir le temps d'écrire. Parce qu'en fait, je passe la plus grande partie de mon temps à indexer. À scanner aussi. Tout cela prend beaucoup de temps. Oui. Il en reste encore beaucoup. D'ailleurs, ce fonds, on l'avait eu dans un premier temps pour 2 ans. Et en plus, c'était au moment du Covid, qu'on avait eu cette bourse. Je ne sais pas quelle partie pour sortir, etc. Donc, on avait du temps en fait à démarrer le projet. Et aussi, le petit souci qu'on a eu en fait, parce que c'était pour mettre en ligne les archives, mais en fait, pour les mettre en ligne, il faut déjà les classer physiquement et véritablement. Et ça, bon, c'est une petite, on va dire, erreur qu'on a faite. Mais en même temps, à nouveau, d'ailleurs, comme l'histoire de la 7e porte, c'est qu'à un moment, il faut que les choses soient visibles. Et c'est aussi meilleur qu'elles soient visibles pour obtenir aussi de l'aide pour continuer ce travail. Ça, je crois que c'est une vidéo que j'avais fait. Oui, cet extrait que je vais vous montrer, c'est un montage que j'avais fait à la mort de Arslan Sibéry, qui en fait était monteur, qui était aussi présentateur du journal télévisé en français pendant des années à la TN, radio télévision que j'appelle. Je dis que et qui est en fait la voix off de la plupart des films de papa et d'autres d'ailleurs aussi. Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Que la terre enfante ou n'enfante pas, que les ruisseaux coulent de miel ou de sang, que notre regard s'aveugle ou s'arrête, notre mémoire est longue. Puisse-t-elle retrouver la cadence de nos 20 ans. Qui rançonnera cette légende de pacotille où des jeunes filles perdaient leur chevelure dans les fontaines magiques? Qui rançonnera les matins légendaires où le ciel s'ouvrait par le ventre sur des cavaliers blancs?
année de la gazelle, année des sauterelles, année du sabre et du canon, année de la bonne saison. Notre sang garde la saveur de la légende. Voici les lieux, voici les hommes, voici le chant. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent. Aussi nombreuses que les bras que je file sont mes peines, et aussi longues que le fil que déroulent mes doigts. La vie durera ce que dure une quenouille pleine, car mon cœur est aussi entouré de douleur qu'une quenouille est gonflée de laine. J'ai dit au vent, tu parcours le monde par les vallées et par les monts. N'as-tu pas vu ce que j'ai vu? Le vent s'est éloigné en hurlant et ne m'a pas répondu. Nous avons levé nos tentes, rassemblé nos troupeaux. Nos chameaux sont bardés, nos chevaux libres d'entraves. Notre mémoire pétrifiée. Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Aussi, on voit, le poème est dans sa continuité aussi. Et là, je montre aussi un autre travail que je fais. En fait, quand même, ce travail sur les archives, il prend beaucoup de temps. Et aussi bien en temps qu'en énergie, qu'en concentration. Et avant, en fait, de toute façon, je travaillais sur la mémoire. Et comme vous avez vu, dans la famille, c'est un peu obsessionnel, puisque par exemple, mémoire 14, c'est vraiment un travail de mémoire, comme aussi le livre La 7e fois. Et j'ai commencé, en fait, j'ai repris en fait cette figure qu'on voit dans le générique de Sidna Ali al-Asraoul. Et j'en ai fait des séries et des dessins. Alors, je vais essayer de le mettre en diaporama si vous avez. En fait, donc j'ai rajouté la figure de l'IEP, qui symbolise la colonisation chez nous, et l'horloge de Casablanca et l'horloge de manière générale, qui symbolise aussi le rapport différent qu'on a au temps. Quand ils sont arrivés, on a fait des horloges de partout. Et d'ailleurs, ils ont, par exemple, on voit aussi la compréhension, la différence de la compréhension du temps. Fissal, donc un mot arabe qu'on utilise en français pour dire vite. Et bien en fait, au départ, c'est fissal. Donc c'est pas fissal. La durée, c'est 1 heure. C'est pas qui est devenu vite. On voit bien qu'on a une notion du temps qui est différente. Là, en fait, alors c'est un papier, ce sont des dessins que j'ai fait sur un papier qui se trouvait à la maison et qui au départ avait des traces de soit du feu, soit de l'eau. Et là, en fait, il y avait une partie qui était, j'ai appelé la porte invisible. Donc là, on reprend avec une autre couleur. Et
je mets aussi, ça arrive quelque part, ici il y a des dates, enfin, mon prénom, tout là en arabe, et la date la date occidentale et la date de l'Égypte. Là en fait c'est un essai pour une affiche pour mémoire 14. Là on retrouve aussi quelque chose que j'ai utilisé, mais dans d'autres vidéos que j'avais fait après, qui sont les cartes là on voit les traces des voilures. Là je l'ai appelé Sidna Ali Raslawal et les fantômes. Et aussi, comme vous voyez, ils sont aussi, ils se battent plus, ils sont ensemble, ils vont du même côté, ils regardent dans la même direction. Et en fait, là, il y a le portrait qu'avait fait mon père, qui est dans la couverture de juin, qu'on voit au début du film. Et là, en fait, j'appelle les fantômes. Et là, c'est le fantôme de Nejdod, enfin, des poètes marocains, maghrébins. Là, on les retrouve à nouveau, en bas, mais pas en fantôme. Toujours le symbole du contact aussi. Là, c'est l'IOT qui est pris en photo. Donc là, ce qui correspond un peu à l'agression en fait, coloniale, dont tu parlais aussi hier, de 1907. Et c'est en fait là que la photographie, le fait de photographier commence aussi, c'est la photographie de la guerre. C'est la cartographie aussi de la géographie qui est utilisée. Là aussi, d'ailleurs, c'est mémoire 14. En fait, 14, c'est le 14e siècle de l'Égypte, ce qui correspond au 14e siècle de l'Égypte. Et le 14e siècle de l'Égypte, en fait, commence le 12 novembre 1882 et se termine le 20 novembre 1879. Maintenant, c'est le 15e siècle, vous savez que la plupart. Alors ça, c'est par rapport au débarquement de 1942, donc, où les Marocains vont aller combattre contre l'Allemagne et l'Allemagne italienne. On entend là dans le gramophone la chanson de Hossein Ismail, qu'on voit souvent dans les films de papa. Et d'ailleurs, en fait, ce sont des dessins qui ont été exposés des fois dans des musées. Et je leur propose la totalité. Et celui-ci n'a jamais été choisi. Là, c'est en Sicile. Je ne sais pas si vous connaissez le géographe Edrissi. La cartographie qu'il a fait, enfin une partie de la cartographie qui est représentée là-haut, et qui était le géographe d'un roi sicilien, je me souviens plus du nom. Bon, en tout cas, en Sicile aussi, les Arabes ont été importants, auxquels on ne pense pas forcément, en fait, dans notre histoire. Là, j'avais fait une résidence à Huacre, en Espagne, et à cette occasion, on avait invité à un festival du film documentaire à Punta de Vista, et le directeur du centre, Manuel Azim, lisait le français et avait découvert la 7e porte, il avait adoré ce livre. Et il pouvait faire des éditions. Normalement, d'ailleurs, il devait paraître en espagnol, en anglais et en basque. Bon, finalement, malheureusement, il a été, on sait déjà ça, il a été donc il est sorti en espagnol, mais aussi en espagnol, et puis ensuite on l'a fait en arabe. Donc voilà, c'est une Ali Raslawal qui se promène encore à Huacre. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est le symbole du musée, en fait, où j'ai fait la résidence. Et là, ça s'appelle Alt. Je l'ai fait d'ailleurs pendant cette résidence, avec la main, donc qu'on retrouve aussi dans Mémoire 14,
Là, c'est une radio d'une marque avec ma fille, que j'avais reprise. Et en même temps, je les ai rasés tous les deux. Je les ai rasés. Lui, je l'ai rasé. Et à Rasnaoul, je lui ai mis des dents. Parce qu'en fait, dans l'original, il n'a pas tous ses dents. Et voilà, je les ai soignés. Et c'est d'ailleurs comment dire, c'est soigner notre mémoire. J'ai fait d'ailleurs une petite publication qui s'appelle Soigner notre mémoire. Et ça, c'est le dernier que j'avais fait. C'était par rapport au nord du Maroc, donc à Akbir. Et il a signé à Ali Rasnaoul, qui cette fois-ci regarde chacun dans un sens, puisqu'en fait, Ali Karim avait demandé l'aide de la France contre l'Espagne, et qu'en fait, l'Espagne et la France se sont alliés contre lui. Et du coup, voilà, il y a beaucoup d'ennemis sur le front. Et celle-ci qui est passée en dernier, que j'avais fait à Bordeaux, dans un quartier qui s'appelle le Grand Parc. Il y a beaucoup d'immeubles et marocains. Assez souvent des immeubles. Et des fois, ça peut être, voilà, ils sont colorés. Ça donne plus de joie. Et bien voilà, je vois que l'heure est tout parti. J'ai quand même encore des documents à montrer. Vous connaissez la musique du Mirage. Et là, je vous montre un peu plus loin. Voilà notre comédie quand ils sont sortis. Il n'y en a plus d'ailleurs. Enfin, c'est la fin, on va réécouter. La langue s'imposerait une sous protectorat. Et surtout à la fin du protectorat. Là, c'est la documentation de 1914, avec un extrait de la musique du film. Là, c'est la documentation de la cinémathèque avec laquelle il a travaillé. Là, c'est son écriture. Là, c'est du programme. Alors là, il y a une partie, un département qui s'appelle l'hôpital dans la maison, où en fait, les choses qui ont été abîmées doivent être restaurées. Les photos là qui ont besoin d'être décollées. Il y a un petit peu de film, pas beaucoup. Il y a aussi les costumes, les accessoires qu'il faut laver de temps en temps, nettoyer. Là, c'est un archiviste qui est venu nous donner un coup de main. Là, c'est Safa Eliba. Avec le Bourava. Léa Morin. Sana Zaroud. Pocha Saleh. Là, c'est toute l'équipe aussi avec Zéjo. Et la dernière chose que je vais vous montrer, qui est juste en fait que, donc il y a la partie visible, on va dire, mais il y a aussi une autre partie archivistique, qui est celle de retrouver en fait nom, donc des fichiers Excel. Alors Excel, c'était vraiment pas du tout mon truc. J'ai dû m'y mettre, mais c'est l'horreur, c'est vraiment la panique pour moi. Bon, en tout cas, voilà. Par exemple, là, donc, il y a aussi la date. C'est bizarre que ça paraisse comme ça, j'ai l'impression que c'est un problème.
fait, il faut que j'augmente l'espace, que je ne ferai pas, bien sûr, il faut juste que je supprime plein de choses. Mais en tout cas, voilà, donc il y a des fiches avec des détails, tout ce qu'on peut savoir sur le document, si ça impacte l'industrie, impacte l'industrie, s'il fait partie d'autres éléments, combien il y en a, quelle est sa taille, et quel est son état. Voilà, donc on a pour chaque film, on a toute la documentation qui est voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, on a une quinzaine de minutes, je sais que c'est très peu. Mais voilà, on va en profiter pour dialoguer en fait avec l'assistance. Voilà, donc je vous donne la parole, sinon je poserai ma première question. Oui, j'ai oublié de vous parler de celui-là. Soit le cinéma algérien et bonjour, Ilham Alami, réalisatrice et doctorante à l'Université Ahmed Salim. Alors, je vous remercie d'abord. Je vais dire que j'ai eu la chance de lire ce livre. Bon, avant, je ne la voyais pas comme chance parce qu'on était obligé de lire pour faire un compte rendu. Et je vous assure, 344 pages en un peu de temps, c'était pas évident. Merci de le rappeler. Mais après que j'ai lu, bien sûr, je me suis rendu compte que c'était une grande chance parce que ça m'a fait voyager dans le temps. J'ai vu les images défiler et ça m'a fait vivre une période qu'on n'a pas pu vivre à l'époque. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je me considère aussi chanceuse d'avoir, quand j'ai pu citer plein de noms de réalisateurs, de cinéastes marocains, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en tant qu'assistante réalisateur au début, donc je considère ça aussi comme une grande chance. Je trouve aussi qu'il y a une démarche qui était très intéressante dans le livre, c'était de commencer par présenter les grandes dates de repère et qui permettait, la démarche qui ne permettait pas d'isoler le phénomène cinématographique des événements historiques vécus à l'époque. Donc ça c'était aussi important parce qu'il nous a fait vivre l'histoire du cinéma marocain, mais aussi l'histoire marocaine en général. Aussi, je trouve que c'était admirable comme œuvre pour la précision des informations sur des comédiens et des réalisateurs que je vais dire aujourd'hui qui sont vraiment soit morts, soit oubliés. Je pense que ça vient pour leur rendre un grand hommage. Un grand hommage aussi pour le pionnier du cinéma marocain, bien sûr, Ansfour. Il y a eu une grande partie dans le livre. Et aussi la chronologie des films qui ont été tournés au Maroc sous le protectorat, c'était aussi très intéressant parce que là on n'avait pas de retour avant, on ne savait pas vraiment ces informations. Et ce que je trouve très très intéressant aussi à la fin du livre, c'est le dictionnaire des cinéastes marocains, dont l'intérêt c'était de compiler les dates et filmographies difficiles à reconstituer ce jour-là. Et je trouve que c'est parmi les choses qu'on aura toujours besoin d'avoir dans 20, 30, 100 ans. On aura toujours ce dictionnaire qui sera toujours valable et qui va nous présenter bien sûr les cinéastes et les fondateurs du cinéma marocain. Donc je vous remercie pour votre travail. Je trouve que ce n'était pas évident de se retrouver devant tous ces documents, ces livres, et d'avoir vraiment une grande motivation et un grand amour pour pouvoir refaire le travail ou bien le continuer. Donc je vous remercie du fond de cœur. C'était vraiment une expérience très intéressante. Merci M. Aïdoni de nous avoir donné la chance de lire ce livre. Et je vous remercie. Voilà. Alors, une deuxième intervention, phase de transition. Je vais répondre à cette intervention justement par rapport à vos annexes. Ça a été un travail, un grand travail de lister tous les films et de lister tous les noms. Et surtout tous les noms. Parce que les noms en marocain, en français, eh bien, ils changent souvent d'orthographe. Déjà, les prénoms, les Mustafa, des fois ils sont écrits avec un O, des fois ils sont écrits avec un U, des fois ils sont écrits avec un PH. Plus les noms de famille, ils sont aussi écrits différemment. Donc il fallait vraiment unifier tous les noms pour qu'on les
plus, en fait, on m'avait dit au départ à la main. Et d'ailleurs, je suis sûre que des fois, je faisais des cauchemars la nuit. Je rêvais que, je sais pas, par exemple, Moustapha Mounir était orthographié d'une manière différente. Ça me réveillait, je faisais. Et c'est un travail après. Alors, on a avec Léa Morin et une fille qui travaille en Algérie, Maya Wabadi. On a lancé une collection de cinéma qui s'appelle Intila, sur les écrits de femmes cinéastes ou critiques dans le cinéma dans le monde arabe. Et on a commencé par le livre de Wassila Tanzali, qui était un livre qui a été écrit en 79, enfin qui a été publié en 79, mais à ce moment-là, en fait, elle quitte l'Algérie. Elle pensait au départ pour 2 ans, et en fait, on a quitté pour 20 ans. Et donc ce livre est sorti, il était connu, mais enfin, par un petit comité, on va dire, peu de personnes connaissaient l'existence de ce livre, comme elle n'avait pas présenté ou quoi que ce soit. Et en fait, elle le retrouve, d'ailleurs, dans les années 2000, elle était avocate. Elle retrouve un ami avocat qui lui dit ah, mais il y a une imprimerie qui va fermer, et en fait, tous les livres vont partir au pilon. Et il y a un livre d'une femme qui s'appelle Wassila Tanzali. Est-ce que c'est toi ou tu la connais? Et elle se souvient de ce livre. Et qu'elle a acheté d'ailleurs, alors qu'ils allaient partir au pilon. Il y avait 343 numéros. Et donc on a repris ce livre. Elle a fait une introduction qui fait 100 pages, donc le livre est devenu vraiment gros. Et en fait, dans les clips, comme c'est moi qui avais fait les index de la Saturn Corp, et ben je me suis retrouvée avec les index pour Wassila. Et donc j'en ai fait aussi, en fait, j'ai choisi d'en faire 2. Il y a, en attendant Amagatato, j'ai fait des sommaires à part, et j'ai fait un sommaire à part pour Sauvegarde, parce qu'en fait, Sauvegarde, elle présente, elle parle du livre, mais elle parle aussi après de sa relation avec le cinéma algérien et tunisien aujourd'hui. Donc forcément, les films n'étaient pas les mêmes, et je trouvais vraiment que c'était important de séparer les deux. Et puis si un jour, ces livres veulent être édités séparément, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir déjà les index faits. Je suis pas prête de refaire le travail. Voilà. Oui, Sheila. Bonjour à tous. Bonjour madame. Je suis Shaima Mejdi, lauréate du Master Cinéma Documentaire. J'ai 2 questions pour vous. Comment envisagez-vous de transformer l'archive de votre père Ahmed Bouhanni d'un simple patrimoine historique en une source d'inspiration vivante pour les nouvelles générations et les créateurs marocains? La deuxième question, pensez-vous à des initiatives spécifiques comme des documentaires, des projets éducatifs, des collaborations avec des cinéastes pour faire revivre cet héritage d'une mémoire contemporaine? Merci. Alors la première question, c'était qu'est-ce que je fais pour passer d'un projet personnel vers un projet en fait d'inspiration pour les global. Alors bon, d'une part, moi, c'est toujours un projet personnel, c'est quelque chose avec un émotion. Même si en fait on peut considérer comme par exemple la vidéo Fragment Mémoire, elle a un côté un peu maladroit. Et j'y tiens beaucoup. Parce que l'humain est très important. L'humain est au centre en fait, de la vie, des motivations et des passions. Mais c'est personnel, mais ça a aussi transformé toute ma vie. C'est mon principal, on va dire, travail. Mais je peine beaucoup en fait à vivre, à gagner de l'argent et avec le temps que je mets là-dedans. Mais en fait, je ne peux pas faire autrement. Si je. Comment dire?
C'est-à-dire, d'ailleurs, par exemple, le souci qu'il y a eu, je me suis rendu compte, j'ai appris ça, en fait, j'ai appris l'association et le site Les Archives Ouanaï. Il y en avait qui me disaient oui, mais pourquoi tu n'appelles pas les archives du cinéma marocain? Et je ne me voyais pas en fait avoir la prétention d'appeler ça les archives du cinéma marocain. C'est pas à moi de faire quelque chose qui doit être national. Eh bien, en fait, malheureusement, même si maintenant il y a une cinémathèque qui a ouvert, qui va bientôt ouvrir publiquement, elle s'occupe quand même principalement, son souci c'est les films. C'est d'ailleurs pas mal déjà qui s'occupent des films et de la restauration des films. Mais ils ne s'occupent pas du tout de la documentation d'un film. Nulle part, personne, ça n'intéresse personne. Franchement, et là je me dis, ah oui, non mais finalement, si, je suis bien obligée de... en fait, c'est les archives du cinéma marocain. Voilà, mais en fait, moi je fais ce que je peux, et puis bon, il y a les clips aussi, et je fais tout en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé en association. Et c'est d'ailleurs aussi important que mon père aussi a tenu à ce que, il n'a pas fait ses films dans une production privée, il les a fait au centre cinématographique. Et ça c'est quelque chose de très important, parce qu'après quand il y a les décès des personnes, les films, si c'est privé, c'est très difficile, ça peut être très difficile de les récupérer, parce que ça va dépendre de la manière dont se comporte le producteur, ou aussi les héritiers ou les ayants droit. Moi-même étant maintenant unique, ayant une fille, d'ailleurs dont je ne veux pas forcément qu'elle s'en occupe, j'espère qu'elle va choisir sa vie, je ne sais pas ce qu'elle veut faire de sa vie, mais en tout cas j'ai créé l'association, et les droits, que ce soit des films ou tout ce qui concerne l'œuvre de mon père, appartient à l'association, et non pas à moi. Donc du coup, je la protège de toute volonté de quelqu'un de la famille qui voudrait s'accaparer sans faire le travail, parce qu'en fait c'est surtout du travail avec votre cœur. Donc bon, ça c'était une chose très, très importante. Voilà, donc comment je fais pour que ça devienne accessible et idéalement un jour il faudrait qu'on ait un lieu en fait autre, parce que cet espace de toute façon est petit, qu'on ait un espace de recherche, un espace d'archivage aussi, une salle de projection, tout ça. Mais bon, pour cela il faut des moyens, et bon, l'économie c'est pas mon truc. La deuxième question, je pense que c'était la deuxième question. Projet éducatif, collaboration avec les cinéastes pour revivre cette année. Oui. Alors, en tout cas, le prolongement pédagogique, par exemple, j'ai fait une intervention ici, des interventions, je sais qu'on en a fait aussi avec l'école de Rabat, où les étudiants sont venus, il y en a d'ailleurs qui m'ont aidé pour archiver, et là je suis très contente qu'ils puissent avoir des échanges et des projets avec les écoles. Après, ça fonctionne aussi avec les propositions des autres, en fait, parce que ça, c'est toujours très important. Que ce soit à l'origine des personnes qui veulent faire quelque chose, ça c'est essentiel. Et il y a une jeune réalisatrice qui veut faire un film inspiré de l'hôpital. Donc voilà, elle m'a envoyé son scénario, et puis on échange. Oui, oui. Mais c'est plus une inspiration en fait. D'abord c'est un court-métrage, et ça ne reprend pas en fait tout le livre, ça reprend une partie, et bien sûr elle y apporte aussi sa touche. Alors on a 3 minutes, donc s'il y a encore des questions, interrogations. Sinon Fouda est là, donc